L'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien, au sommaire. Aujourd'hui, on a déjà parlé cette année de la situation des enfants autistes. On va passer le bac avec eux. Et une fois n'est pas coutume, sur School TV, on va entrer à la fac. Et oui, on grandit et on est bon élève. Mais on va voir que ce parcours d'obstacles continue pour ces enfants devenus jeunes adultes. Il existe néanmoins des solutions pour les aider à réussir, nous dira l'invité du Grand Oral, Bertrand Montubert. L'anti-sèche d'Emma Guessel, normalement, vous raconte comment l'actualité résonne dans les programmes. Mais je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui, car c'est la dernière de la saison. Apparemment, quelques petites surprises ont été préparées. Emma vous en dira plus dans quelques instants. L'heure de la récré, toujours avec Emma, là je sais, le meilleur des réseaux et des enfants rassemblés en un zap spécial. On est généreux, on a décidé de vous réserver le meilleur pour la fin puisque c'est donc la dernière de l'émission. Et puis enfin on retrouvera notre libraire et chroniqueuse Célie Luton pour clore l'année en beauté en glissant dans la valise 3 livres pour s'évader encore plus pendant les vacances. La quotidienne de School TV, c'est parti, Grand Oral. Parmi les 8000 enfants diagnostiqués autistes chaque année, plus de la moitié ne présentent aucune déficience intellectuelle. Ils ont pourtant toutes les peines du monde à accéder au baccalauréat et à l'enseignement supérieur. Et quand ils y arrivent, bien nombre d'entre eux échouent faute d'accompagnement ou alors ils ne parviennent pas à trouver un emploi par la suite. Comment les aider? C'est l'objectif du projet Construire une université ASPI Friendly, projet qui fédère plus de 25 universités. Il est porté par celle de Toulouse-Midi-Pyrénées et coordonné par un ancien président d'université toulousaine, Bertrand Montubert, qu'on a grand plaisir à accueillir dans la quotidienne. Bertrand, bonjour. Bonjour. Un mot de vocabulaire très rapide, j'ai dit ASPI Friendly. ASPI. En fait, les personnes autistes, souvent, en tout cas sans déficience intellectuelle, souvent se désignent sous le terme ASPI, qui est un diminutif qui vient de Asperger. Voilà. Qui était le nom du syndrome d'Asperger. Alors, on ne parle plus de syndrome d'Asperger. Aujourd'hui, on parle de troubles du spectre de l'autisme. C'est ça, les TSA. Mais néanmoins, voilà, les TSA exactement. Mais néanmoins, le diminutif est là. Et après tout, il est assez sympathique. Donc, gardons-le. Construire une université ASPI Friendly, ça démarre en 2018 et c'est fondé sur un rapport, le rapport de Joseph Chovanec, qui lui est publié en 2017. Que dit ce rapport? Ce rapport, il montre que, d'une part, et ça c'est essentiel, les personnes autistes ont des atouts. Des atouts qui devraient faire en sorte qu'elles occupent une place dans la société importante. C'est-à-dire qu'elles apportent une contribution. Ces atouts, c'est par exemple des capacités d'apprentissage, souvent extrêmement bonnes, y compris de manière autonome. C'est des capacités de concentration sur les sujets qui les intéressent. C'est souvent des capacités de créativité, mais aussi des atouts comme la loyauté, par exemple. Et après tout, ça fait du bien aussi d'avoir des personnes qui sont très loyales, qui sont très sincères, qui sont très engagées. Mais malgré ces atouts, eh bien, elles font partie, parmi les personnes en situation de handicap, de celles qui sont les plus éloignées de l'emploi, même quand elles sont diplômées. Et le rapport de Joseph Chovanec était autour de cette question de l'emploi. Mais bien sûr, quand on parle d'emploi aujourd'hui, en 2022... il faut des diplômes. Eh bien, il faut des diplômes. Et alors, quand on regarde le vivier, il y en a assez peu qui font des études supérieures. Alors, j'ai vu plusieurs chiffres circuler. 1 millier, c'est ça en France? Alors, oui, un peu plus d'1 millier. Ce qui est très compliqué, on va être honnête sur les chiffres, c'est que parmi nos étudiants, par exemple, je crois que plus de la moitié sont diagnostiqués au cours de leurs études supérieures. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont autistes, qui ne le savent pas encore. Alors, il y a ceux qui sont diagnostiqués. C'est ça. Il y a ceux qui sont diagnostiqués, pardon de vous couper, pendant les études. Il y a ceux qui le sont avant, mais qui ne le disent pas dans Parcoursup parce qu'ils se disent je ne vais pas être pris. Ça existe aussi. Et donc, on ne risque pas de les aider finalement. Exactement. Ça existe aussi. Et il y a ceux qui seront diagnostiqués bien après leurs études. Donc, arriver à voir quel est le nombre de personnes autistes qui sont réellement dans l'enseignement supérieur, c'est évidemment très difficile. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros, on en a 5 à 10 fois moins que ce qu'on devrait avoir. Et ça veut dire quelque chose quand même très concrètement. C'est qu'on ne leur fournit pas dans ce cas-là l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin au cours de leur parcours pour y réussir et pour pouvoir derrière avoir un emploi. Alors que quand on les accompagne, eh bien on voit des choses se mettre en place avec des équipes pédagogiques qui comprennent ce que c'est que l'autisme, qui adaptent leur manière de travailler et une réussite qui n'est jamais là à tous les coups, évidemment, je ne veux pas vendre du rêve, mais qui néanmoins permet quand même un petit peu de progresser et avec des débouchés professionnels. Cet accompagnement que vous mettez en place, on va le détailler un petit peu tout à l'heure, il est à 360 degrés, mais il y a un point qui me semble assez essentiel. Je vous cite, vous dites, si on ne connaît rien de l'autisme, on peut faire énormément d'erreurs malgré toute la bienveillance qu'on peut avoir, donc d'où l'importance de former tous les intervenants, les étudiants, etc. Quelles erreurs par exemple? L'erreur, par exemple, c'est de ne pas comprendre ce que ça veut dire que, par exemple, une personne autiste a du mal à comprendre ce qui est implicite. Si vous dites à un enseignant, il faut être très explicite dans vos sujets d'examen, par exemple. Parce que l'enseignant se dit, oui, évidemment, qu'est-ce que vous me demandez là? Bien entendu que je suis explicite. Il faut vraiment rentrer dans la compréhension de ce que c'est que l'autisme. Par exemple... Parce qu'on se rend compte en lisant le sujet qu'il n'est pas si explicite que ça, souvent. Ah mais c'est extraordinaire. On a fait un travail avec Joseph Chovanec, par exemple, de relecture de sujets d'examen dans ce qu'on appelle le diplôme d'accès aux études universitaires. Le DAEU. Le DAEU qui permet à des personnes qui ont décroché du lycée
de revenir vers les études supérieures. On a relu tous les sujets en maths, en physique, etc. Et honnêtement, il y avait des sujets qui, en réalité, étaient plein d'implicites. Alors quand on est enseignant, on s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte parce qu'on a l'habitude, parce qu'on voit immédiatement quelles sont les hypothèses implicites qui sont nécessaires pour résoudre le sujet. Un certain nombre des étudiants, d'ailleurs, arrivent à déceler, se dire « bon, ok, j'ai compris ce qu'il fallait faire, j'y vais ». Très souvent, la personne autiste, elle s'arrête carrément. Elle va éventuellement rendre copie blanche. Et ce qui est frappant... Alors qu'elle sait. C'est-à-dire que si on formulait avec plus explicite, elle pourrait cartonner. Alors qu'elle sait. On peut se retrouver avec des personnes qui peuvent avoir des résultats très inférieurs à ce qu'un enseignant qui connaît l'étudiant, qui voit la pertinence des questions qui sont posées en cours, etc., va détecter comme niveau, et à la fin, une note qui n'est pas du tout à la hauteur. Le docteur Aurore David dit dans Midi Libre, ce sont, je la cite, des personnes qui ont une grande capacité de mémoire, ils sont sérieux, ponctuels, persévérants, respectent les règles, ont le souci d'achever leur travail. Comment faciliter leur intégration dans l'enseignement supérieur, c'est le sujet du grand oral. Il reprend juste après cette anti-sèche très mystérieuse, je dois dire. Emma Guessel. Et là, je pétoche. Bonjour Emma, c'est la dernière de l'année, il y a une petite surprise. Mais oui. Allez. Pour la dernière. J'ai pas de notes, c'est rien, normalement j'ai des trucs. On a décidé qu'aujourd'hui, pour l'anti-sèche, l'actu, ça allait être vous. Est-ce que vous avez une petite idée de quoi on va parler? Mais pas la moindre. Est-ce que je vous donne un indice alors? Allez. Normalement, on a tous un talent caché. Ah. Est-ce que ça vous parle? Talent, j'en sais rien. Caché, c'est la musique. Bon, je dévoile. Le violon, ouais. Voilà. Alors voilà, pour ceux qui nous regardent, monsieur, sachez que derrière cet immense journaliste se cache également un virtuose du violon. Et on a même la preuve. Regardez. Non, vous faites pas ça. Non, non, non. Vous avez arrêté avant le pire. Okay. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un atelier. Alors, la Philharmonie de Paris, qui est un endroit absolument formidable, organise plein d'actions pédagogiques, plein d'actions pour les amateurs aussi, et notamment des ateliers pour les amateurs de niveau correct et des ateliers d'orchestre. Et donc cette année, la formidable chef Chloé Dufresne, qui est une jeune chef d'orchestre, a été aux Victoires de la musique d'ailleurs cette année, je ne sais plus quel âge elle a, mais elle doit une petite trentaine d'années, dirigeait la 9e symphonie de Dvorak, dite Symphonie du Nouveau Monde. Donc vous avez entendu un petit extrait avec un orchestre, on était 70 amateurs et on était encadrés par des musiciens professionnels. Donc par exemple le premier violon solo des premiers violons, Antonin André, violoniste à l'Orchestre de Paris. C'était pareil pour tous les musiciens. Voilà. C'est assez extraordinaire. Mais ça fait pas du tout amateur, hein? C'est pourtant, si, c'est amateur. On a fait 8 services, comme on dit, 8 répétitions, là où un orchestre professionnel met en place une œuvre comme ça en deux, on va dire. Et puis, non, on a beaucoup bossé individuellement. Voilà. Eh ben, bravo. Est-ce que vous savez que j'ai trouvé plein de choses en rapport avec le violon dans les programmes scolaires? C'est pas vrai. Et si, je vous raconte. Je vais quand même signaler parce que j'ai une fidélité de cœur pour une autre très belle opération qui est faite par Radio France qui s'appelle Viva l'Orchestra. Alors là, c'est pas un orchestre, enfin c'est un orchestre d'amateurs mais avec des enfants de 7 ans et des personnes qui peuvent avoir jusqu'à 80 ans. Et c'est aussi une très belle opération. Je leur fais un petit clin d'œil. Et ben voilà, super. Voilà. Alors, j'ai prévu plein d'anecdotes sur le violon. Alors, je vais vous en raconter une. On va parler d'un des violons les plus célèbres. C'est le violon Stradivarius. Alors, il y a lui, mais un des violons... Guarnieri. Alors, aussi. Mais c'est un violon... Non, mais vous allez y arriver bientôt. C'est le violon du Titanic. Mais oui, parce qu'en fait, on l'a tous en tête, cet orchestre du Titanic qui joue jusqu'au bout, jusqu'à ce que le bateau vraiment coule. Et alors, il y a une anecdote très intéressante, et on l'apprend en fait en anglais, parce qu'on apprend forcément l'histoire du Titanic. Mais on a retrouvé le violon du violoniste donc, dans sa mallette en cuir. Il a été rendu à sa veuve. Et en fait, voilà, on le voit à l'écran, il a été rendu à sa veuve, elle lui avait offert pour leur fiançailles. Et en fait, ensuite, elle est décédée, elle l'a légué à l'Armée du Salut. Et puis, on n'a plus de traces. Et ils l'ont retrouvé dans un grenier en 2006. Waouh. Donc voilà, il y a eu 7 ans d'expertise pour pouvoir, enfin, découvrir que c'était ce violon-là. Il a été vendu à plus d'1 million d'euros aux enchères en 2013.
Voilà. Et puis on l'étudie en maths aussi. Enfin, finalement, le violon, on l'étudie aussi à l'école. Mais j'aurais pu réussir mes études alors. En fait. Vous avez très bien réussi. Emma, merci beaucoup. Marine, je sais que tu es pour quelque chose. Merci aussi. Merci 1000 fois. Anti-sèche très particulière. On se retrouvera à la rentrée pour des anti-sèches normales. Mais bien sûr. Où on prendra la vraie actu. Et on racontera aussi comment elle rebondit le programme. Absolument. Emma, on se retrouve pour la récré. Le grand oral, on retrouve Bertrand Montubert. Bertrand Montubert, qui est ancien président de l'Université Toulouse 3, coordinateur de ce très beau projet Construire une université ASPI-friendly, programme qui propose des ateliers d'aide, des espaces d'échange entre étudiants autistes, mais surtout des formations spécifiques à l'autisme pour les enseignants, les étudiants et les entreprises partenaires. Donc vous le disiez, le premier défi quasiment, c'est de les identifier. Alors oui, effectivement, c'est de les identifier. Concrètement, vous faites comment à Toulouse, par exemple ? Concrètement, on fait comment? D'abord, il y en a plein qui nous contactent aujourd'hui, grâce à la visibilité qu'a acquis le programme, peut-être d'ailleurs grâce à vous aussi. Des parents, par exemple, c'est souvent les parents qui nous contactent. On a un site internet, un formulaire de contact, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Ils nous expliquent la situation, on essaye de mettre en relation avec les équipes locales dans les universités dans lesquelles le programme est déployé. Ensuite, il y a aussi des enseignants. Des enseignants qui nous disent moi j'ai un étudiant, et là on commence à se rapprocher du service handicap. Évidemment, je dois le dire, tout ça passe par l'acceptation, l'accord de l'étudiant pour qu'il soit identifié comme personne autiste. On a dit le diagnostic à sa place, on ne fait pas le diagnostic pas s'il n'a pas envie. Évidemment, surtout pas. Et en fait, ce qui est très important, c'est d'arriver à leur faire comprendre que le fait de pouvoir expliquer en fait qu'ils sont autistes ne va pas ni les stigmatiser, ni les avantager. Parce que très souvent, ils sont très soucieux, vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont loyaux, ils aiment la justice, ils aiment les règles. Ils voudraient surtout pas... Dans les symptômes fréquents, il y a quand on change une routine, ça leur pose des problèmes assez conséquents. Exactement, et donc pour eux, il est très nécessaire d'être très juste. Donc leur faire comprendre que ça va apporter quelque chose, effectivement. Et que ça va les aider. D'un tout petit mot, mais là très rapide, parfois quand ils arrivent, ils sont assez abîmés, parfois ils n'arrivent pas aussi parce qu'ils ont été victimes de harcèlement, plus que la moyenne. Ça, c'est terrible. C'est-à-dire qu'un certain nombre de nos étudiants, alors il n'y a pas que ça, on en a qui arrivent, qui ont franchi avec un très bon accompagnement au lycée les choses, qui arrivent, qui passent le bac, qui arrivent à l'université. Ça existe, il ne faut pas l'oublier. Mais il y en a effectivement qui vont subir du harcèlement, qui ne vont pas comprendre quelles sont les attentes des enseignants et qui vont finir par décrocher, beaucoup en première. Beaucoup en première, au moment où on va commencer à passer le bac en réalité. Les premières épreuves du bac, les adaptations seront faites auparavant avec une bonne compréhension d'un certain nombre des enseignants. Puis à un moment donné, on arrive sur des épreuves qui sont plus difficiles. Et là, ça peut être très dur, parce que ça peut être du repli sur soi pendant plusieurs années. Mais on arrive à les faire sortir de ça. Et notamment grâce au DAEU, ce fameux diplôme d'accès aux études supérieures. On ne va pas pouvoir citer tout ce que vous faites, mais dans les problèmes qui ne me semblent pas super simples à résoudre et en même temps qu'on comprend tous, il y a le bruit. Alors le bruit, ce n'est pas le plus compliqué. C'est pas plus compliqué d'obtenir le silence dans un amphi de. C'est pas toujours simple, ça dépend des enseignants. Monsieur le professeur. On est d'accord. Jamais trop de problèmes. On connaît un peu quand même. J'avais trop de problèmes là-dessus. Non, sur le bruit, il y a évidemment des choses à faire. Mais la première des choses, quand on comprend que certaines personnes ont ce qu'on appelle une hyperacousie, c'est-à-dire qu'elles entendent vraiment certains sons plus forts que les autres. Eh bien, que les autres personnes, j'entends. On peut par exemple tolérer qu'elles portent un casque anti-bruit, qu'elle porte des bouchons d'oreilles, que ce n'est pas un signe de mépris vis-à-vis de l'enseignant, mais que c'est nécessaire. Voire, on a fait ça cette année, des enseignants qui étaient munis de micro-cravates, reliés au casque audio d'une étudiante, et qui a pu, comme ça, suivre beaucoup plus facilement les cours. Et la tech peut aider d'autres façons également, avec des cours en vidéo, le fait de pouvoir l'enseignement à distance, etc. Il y a aussi des solutions, tout à fait. Mais qu'ils imaginent ne sont pas totalement satisfaisantes parce que c'est bien aussi qu'ils soient intégrés à la vie collective. Mais en fait, nous, on fait des choses qui sont très individualisées. C'est ça. Donc ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Certains vont suivre totalement à distance parce que c'est la seule façon dont ils vont pouvoir suivre les choses. D'autres souhaitent pouvoir suivre une partie à distance, une partie en présentiel, et on essaye de trouver les conditions dans lesquelles ça sera possible. Bertrand Montubert, je vous cite, avec ce projet, l'Université française peut faire un grand pas en avant, un pas pour l'inclusion des ASPI bien sûr, mais beaucoup plus largement un pas pour tous les étudiants à besoins particuliers. On va parler de ça dans la troisième partie du Grand Oral, mais là on fait une petite récré, comme si l'anti-sèche n'était pas déjà une récréation. Enfin allez, c'est l'été, et Emma Guessel.
Emma, rebonjour. oui, On continue à se faire plaisir alors. Mais oui, toute l'année, on vous a montré des vidéos rigolotes qui ont ponctué l'heure de la récré. Et comme on n'a pas pu tout mettre, pour la dernière de la saison, on vous a fait un petit best-of. Voilà, c'est les unes auxquelles vous avez échappé. Les plus drôles, c'est monté par Marine Plantec. Regardez. Tu me donnes une frite? Allez, s'il te plaît. Maman, elle t'a donné du fromage, alors tu peux me donner une frite? Partage avec maman. Oh, merci mon amour, tu es super gentil. Oui. Trouve ce matin mon bébé. Nemo. Bah oui, il sortait pas de la maison s'il prenait pas sa couche. Je ne comprends pas ce qui s'est passé ce matin. Allez hop, on y va. Je suis tombée dans les toilettes. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis tombée dans les toilettes. T'es fait mal? Non, je me suis tombée dans les toilettes. Enlève-la. Portugal, Portugal, Portugal. Comment ça non? Italien. 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 Touch it, touch it, touch it, touch it. Shut up and bend over. Aye. Let your back do the talking over. So fuck up. Il raffole. Non! Maman. Le P de papa, très bien. C'est quoi le P de papa? Bah c'est ça, ça c'est un P comme papa. Mais tu l'as très bien dit. Et ça? Le cul de maman. Non, c'est pas le cul de maman. Bon. Voilà, rendez-vous à la rentrée c'est pas drôle. pour de nouvelles récré. Mais ouais, absolument. Je rappelle quand même que pendant l'année normale, on part de ces petites vidéos pour vous raconter des choses extrêmement sérieuses. On recommencera, mais là, c'est les vacances. Mais oui, c'est la récré, puis on va pas s'en passer. Non, on va pas s'en passer. Merci beaucoup, Emma. On retrouve Bertrand Montubert à la suite du Grand Oral. Un salarié en fauteuil roulant, on sait qu'il lui faut une rampe d'accès. Pour une personne comme moi, atteinte du syndrome d'Asperger, c'est plus compliqué. Il n'y a pas de guide d'aménagement. Il faut surtout de la bienveillance. C'est François, 27 ans, qui parle. Il a été aidé par le programme Construire une université Aspi Friendly, programme que vous pilotez, Bertrand Montubert. Un peu de bienveillance en premier cycle à l'université, ça ferait pas de mal à tout le monde? Alors d'abord, il y en a beaucoup de bienveillance. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, on est à la veille de l'été, Ouais. des gens qui vont rentrer aussi à l'université, les résultats du bac, etc. La plupart des enseignants sont tout à fait bienveillants. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, on l'a dit tout à l'heure, il faut comprendre en profondeur ce que c'est que l'autisme, parce que parfois on peut tout simplement faire des erreurs, même simplement en étant bienveillant. Mais surtout, je pense que ce que vous évoquiez tout à l'heure, une thématique qu'il faut qu'on aborde, c'est que ça nous oblige en tant qu'enseignants à améliorer notre façon d'enseigner pour tout le monde, pas seulement pour les personnes autistes. La plupart des choses... C'est là où je parlais entre autres de la bienveillance. Alors, déjà sur la bienveillance, effectivement. Mais, je vais enlever le mot de bienveillance parce qu'il a une dimension, voilà, mais tout ce qui permet d'aider les étudiants, tout ce que vous mettez en place pour ces étudiants qui ont des TSA, les binômes, l'accompagnement personnalisé, les rythmes, etc., ça pourrait très bien fonctionner pour plein d'étudiants, alors soit des étudiants qui ont un peu de difficultés, soit même pour les autres. Mais même pour les autres, et c'est pour ça que nous sommes tout à fait clairs à chaque fois que nous faisons des formations sur l'autisme ou sur les préconisations pédagogiques, par exemple, où nous disons, ne les réservez pas
uniquement aux étudiants autistes. C'est tout simplement des inspirations pour pouvoir mieux enseigner, pouvoir mieux comprendre comment, par exemple, la structuration du cours, qu'on fait parfois de manière insuffisante, qu'on va pouvoir renforcer parce que pour une personne autiste, quand le cours n'est pas hyper structuré ou la structuration n'apparaît pas hyper clairement, eh bien, ça peut être difficile éventuellement de décrochage ou d'avoir le sentiment de ne rien comprendre. J'ai vu ça chez des étudiants très brillants qui avaient le sentiment de ne rien comprendre dans des cours qui pourtant n'était pas spécialement complexe, mais parce que ça ne leur apparaissait pas suffisamment structuré. Mais quand vous améliorez ça pour les personnes autistes, vous l'améliorez pour tout le monde. Ça va évidemment bénéficier à tout le monde. Et donc, en fait, moi je dis souvent, les personnes autistes sont des révélateurs extrêmement fins de ce qui ne marche pas très bien dans notre système à l'université. Et donc, ils nous aident à progresser collectivement. Donc moi je dis tout le temps, quand on agit pour l'autisme, on agit pour l'ensemble de la communauté. Bertrand Montubert, on a, quand je dis on, à la fois les grandes entreprises technologiques de la Silicon Valley, certaines séries, on a beaucoup promu l'idée de ces TSA qui seraient des petits génies de l'informatique. D'abord, tous ne le sont pas. Et puis, est-ce qu'ils peuvent réussir dans d'autres disciplines? La réponse est oui. Ah, évidemment. Voilà. Nous avons... c'est pas la seule solution, quoi. Oui, nous avons effectivement des aspis parmi les informaticiens, c'est tout à fait vrai, ou chez les matheux, ok. Mais nous en avons aussi dans des domaines littéraires, dans des domaines de sciences sociales, nous en avons qui ont des intérêts qui peuvent être extrêmement variés. Et effectivement, il faut faire attention, parce que d'un côté, ces séries, moi je ne les rejette pas. D'abord parce qu'un certain nombre d'entre elles sont quand même assez bonnes pour essayer de faire comprendre ce que c'est que l'autisme, pour donner aussi, je trouve, une image bien plus positive qu'il n'y en avait auparavant de ce que c'est que l'autisme. Elles peuvent aussi enfermer dans des caricatures. Et ça, il faut les éviter. Donc non, ce ne sont pas tous des geeks. Il y en a même qui détestent les ordinateurs. J'en ai rencontré, voilà. C'est pas forcément simple pour faire des études supérieures quand on déteste les ordinateurs. Voilà. Mais il peut y en avoir effectivement en histoire de l'art, en sociologie, peu importe. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'une personne autiste, c'est souvent la plupart du temps, c'est une personne qui a des intérêts spécifiques qui y passer toute son énergie. Et ça peut être dans n'importe quel chercheur, c'est une belle qualité en plus. C'est une très belle qualité pour un chercheur. Une dernière question en 30 secondes. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous intéresser à ce sujet? Vous avez eu des... Alors, j'ai dit que vous avez été président d'université, vous êtes, je ne sais même plus si je l'ai dit, enseignant-chercheur en maths, mais vous avez également, à un moment donné, dirigé un collectif qui s'appelait Sauvons la recherche pour défendre l'université que vous estimiez menacée par notamment de financement. Mais comment vous rencontrez à un moment ce sujet? Finalement, deux choses. D'une part, une connaissance personnelle dans mon entourage de l'autisme. D'autre part, les travaux que j'ai pu conduire dans mes différentes fonctions, et en particulier, j'ai été conseiller spécial du secrétaire d'État en charge d'enseignement supérieur et de la recherche, Thierry Mandon, et j'avais notamment été le rapporteur général de la stratégie nationale pour l'enseignement supérieur. Il s'agissait de faire évoluer l'université parce que nous avons un besoin fondamental qui est celui d'avoir plus d'étudiants et de les faire réussir. C'est un besoin de la société. Et parmi ceux-là, il y a aussi les personnes autistes. Et donc, quand on se place dans une logique... à la fois la rencontre de vos engagements publics collectifs et d'une... Exactement. Dans la sphère intime. Et effectivement, l'autisme m'a semblé être vraiment ce qui permettait de mettre le doigt sur ce qui allait nous permettre de faire bouger dans le bon sens l'université, pour que non seulement elle soit plus inclusive pour les personnes autistes, pour qu'elle soit plus inclusive tout court, et qu'on puisse avoir plus de personnes qui accèdent à l'enseignement supérieur et qui y réussissent. Bertrand Montubert, merci beaucoup. Si vous voulez bien, vous restez avec nous, mais on va accueillir Célie Luton, c'est notre libraire et chroniqueuse pour ses conseils d'été. Emma, merci beaucoup. Merci à vous. Célie. Célie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Notre libraire et chroniqueuse avec 3 super conseils de lecture pour s'évader encore plus loin pendant les vacances. Oui. Et on commence par un immense coup de cœur. C'est un grand classique au Japon, c'est ça? Oui. Noboru Baba. Oui. Les 11 chatons, c'est toute une série d'albums. Donc nous, on a grandi avec Tommy Ungerer, Les Trois Brigands, Claude Ponty, Sindac, etc. Et là, c'est l'histoire de 11 chatons dans un sac. C'est pas bien de mettre les chatons dans un sac, car attention, mais ils n'écoutent pas. On leur dit de ne pas cueillir les fleurs, ils cueillent les fleurs, de ne pas traverser. Et évidemment, un monstre les attrape et ils vont élaborer plein de petits stratagèmes pour s'enfuir. C'est beau, hein? Ouais, c'est vrai qu'ils sont en train de... Malicieux, désobéissant, et c'est tout ce qu'on aime. Et c'est un graphisme très particulier. Oui, exactement. C'est vraiment une technique de dessin qui est sublime. L'utilisation de la double page avec juste 2 paragraphes de texte encastrés. À partir de 3 ans.
3 ans. Formidable. Pour les petits, on grandit un tout petit peu avec la double vie de Cassiel Road Night de Jenny Valentine. Exactement, donc celui-ci a été primé... École des loisirs, collection Medium Plus. Exactement, il a été primé dans la catégorie prix sorcière. C'est un livre pour début collège, un petit thriller. Donc c'est l'histoire de Chap qui se retrouve en prison suite à une bagarre et tout le monde lui dit mais dis-nous ton nom, mais je suis personne. Et on arrive le voir, il me dit mais si, tu t'appelles Cassiel Road Night, ça fait 2 ans et demi que tu as disparu. Ah non, mais si, c'est lui sur la photo. Et s'il prenait son identité? Et si Cassiel n'avait pas un grand secret? Dans la famille de Cassiel. Exactement. Il va devoir... on comprend assez vite que c'est pas lui. Exactement. En tout cas, il est très perdu là-dedans. Oui. Et il se retrouve dans l'œil du cyclone. Il hérite d'un secret dont il ignore tout, donc il va devoir mener l'enquête. Tout à fait. Un petit peu lourd à porter, mais vous verrez, ça passe. Roman fort et percutant. À partir de 11-12 ans, la double vie de Cassiel Road Night, Jenny Valentine. On termine avec Âge tendre de Clémentine Beauvais, chez Sarbacane. C'est ça, grands ados, fin de collège, lycée. Là, on va aller vers de la légèreté, c'est si beau. Ça part quand même d'une promesse assez dure à tenir. Oui, mais non. Tout va bien se passer. Non, mais il faut raconter la promesse quand même. Oui, alors effectivement, notre jeune garçon, donc le héros Valentin, doit passer 1 année en service civique dans un hôpital, une maison de retraite où tout a été fait pour être une réplique d'un village des années 60. Et sa mission, c'est d'écrire à une dame qui a répondu à Salut les copains que Françoise Hardy ne viendra pas. Voilà. Mais si Françoise Hardy va venir. Il se pose un défi. Exactement. Vous allez nous chanter un peu de Françoise Hardy alors? C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Ah, extraordinaire. Oui. Lecture pour les ados, les adultes. Oui. Ou les ados adultes nostalgiques des années yéyé. Les yéyés. En quelque sorte. Pour les nostalgiques, bah oui, c'est tout à fait ma génération, vous le savez. Merci beaucoup pour cette sélection estivale, Âge tendre, Clémentine Beauvais. Oui. C'est chez Sarbacane? Exactement. Bonnes vacances? Oui, alors, c'est pas terminé, Emmanuel. Il y a une petite dernière surprise pour vous, de la régie et de Marine. Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui... On y va. Prête? Prénom de président Emmanuel, avec une producteur qui s'appelle Marine. En fait, on est finaliste à nous deux. Quoi. Non, ça va très bien avec elle. C'est peut-être la différence. Mais elle est extraordinaire. Mais j'ai rien vu en plus. C'était bon. Ouais, mais faut pas me faire des crêpes, moi, en même temps. C'est pas du jeu. Déborah, ça allait? Moi, j'en ai un peu partout dans la... Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Le Diplodocus, mais pas que. Il est là. Le Géjameptor, le dodu du cul. Nous avons... Le dodu du cul? Le dodu du cul. D'accord. Donc, j'ai décidé que ce serait la fête. Je vous ai même apporté des petites bulles. Yes. J'ai hâte de le faire. Attendez. Et ça? Waouh! Extraordinaire. Vous avez des conseils pour les gens qui font leur devoir à la dernière minute, Charles? Eh bien, il y a des gens qui travaillent très bien sous... J'ai fait des bêtises, j'ai fait des tâches. Happy birthday to you! Ah, qu'il est beau! 5 fois 463. Non, je plaisante. Est-ce que vous maîtrisez l'art du brushing aussi bien que ce bébé? Sous de moi. Elle se fout de moi, en fait. C'est un système. Excusez-moi, j'ai un problème pour payer mes vacances. Ils sont tous magiques, vous restez sur School TV et vous me retrouvez en permanence sur les réseaux sociaux et sur Internet. C'est malin. Je me demandais pourquoi ces livres faisaient si court, parce que d'habitude, il y a toujours un air de la concision, mais là je me disais à un moment donné, ça va surveiller. Donc merci quand même, Célie. Merci Marine, merci toute l'équipe. Bertrand Montubert, un tout petit mot pour terminer sur ce formidable programme Aspi Friendly. On a parlé pédagogie, on a parlé détection, on a parlé formation des enseignants. Il y a aussi un petit côté vie sociale, c'est assez important, logement, déplacement, accompagnement. Oui, restauration. Une des premières questions que je leur pose, c'est où est-ce que vous mangez? La plupart ne mangent pas à l'université. Donc nous, on a travaillé par exemple avec les restaurateurs des restaurants universitaires pour que l'offre alimentaire puisse être adaptée aussi aux problématiques des personnes autistes. On travaille aussi sur le fait qu'ils puissent créer des associations d'étudiants autistes. Et ça leur a fait énormément bien. J'ai oublié son nom, la bulle, non? La bulle, exactement. Et vous avez des cafés Asperger. Il y a aussi des cafés Asperger en ligne. Plein de choses en fait pour, d'une part, qu'ils puissent se retrouver, prendre confiance, mais aussi évidemment
interagir progressivement de plus en plus avec les autres. Et le résultat de ça, c'est un peu tôt parce que c'est 2018, le lancement. Me disiez-vous, il n'y a pas de miracle, mais on réussit c'est mieux. On réussit des progrès, on voit des gens qui ont repris des études, qui aujourd'hui poursuivent leurs études. On en voit qui avaient décroché même au cours de leurs études, qu'on a réussi à raccrocher. On en voit qui sont revenus en formation continue. Petite grande victoire finalement au niveau de l'individu. Et pour l'institution, c'est des petites victoires, il faut continuer. Ouais, et c'est beaucoup de bonheur quand ça marche. Et on sait aussi tous ceux pour lesquels il y a encore énormément à s'engager. Mais en tout cas, on est extrêmement mobilisés, vous l'avez compris. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir rendu visite sur School TV. Bertrand Monthubert, vous avez plein d'infos sur Internet, construire une université ASPI-friendly. Et des journées de pré-rentrée pour ceux qui ont le bac. 25-26 août, les informations sont déjà en ligne aujourd'hui sur notre... À Toulouse ou partout? Partout en ligne. Partout. Génial. Ah oui, en ligne, bien sûr. 25-26 août. Merci. Merci Célie. Merci évidemment. Et big up à toute l'équipe, au maquillage Tae Saad, à la préparation de l'émission Marine Wonder Woman Plantec, assistée par Charles Fontaine, et puis en régie Héloïse Merlin au son, à la réalisation Théo Boscar. Vous restez sur School TV, vous retrouvez la quotidienne H24 sur Internet et sur les réseaux sociaux. Passez un bien bel été et on aura tous grand plaisir à vous retrouver à la rentrée.